ces échanges. Et donc, merci de vous nommer. Et puis, comment dirais-je, faire en sorte que les questions soient courtes pour qu'on puisse prendre le plus grand nombre de questions possible. Qui souhaite intervenir? Monsieur. On vous apporte un micro, monsieur. Bonjour, oui, je m'appelle Daniel Renaud. Moi, je voudrais revenir sur les deux diapositives qu'on a vues concernant la zone du PPI. On a vu la zone de Paluel, dans un premier temps, avec cette zone de 10 km, ce cercle presque parfait, mais que, quand même un certain nombre de petites excroissances pour englober les communes qui se trouvaient coupées en deux. Mais ça, c'est très bien. Alors, la deuxième diapositive, franchement, là, on voit la zone de Panly, et c'est quand même assez curieux parce que Dieppe est complètement exclue, il n'y a pas d'excroissance. Donc, on est sur la touche 30 000 habitants. Moi, je trouve ça quand même un peu cavalier. Alors, moi, j'aimerais bien demander aux représentants de la gendarmerie comment ils pourraient gérer l'évacuation de la ville de Dieppe, sachant que les Diepois, quand même, moi j'habite à 10 km de Sens, je suis au pied de la falaise, juste au-dessus, c'est dans la zone de PPI, moi je suis exclu, et j'aimerais quand même bien le savoir. Donc j'aurais quand même envie de prendre ma voiture, surtout je regarderai la direction du vent, si je ne suis pas sous le vent, je dirais c'est le moment de se barrer, et je me casserai, je prendrai mes enfants, mes petits-enfants, puis je pense que je ne serai pas le seul à faire ça, et je ne vous dis pas le beau bazar qu'il y aura dans le Dieppe. Alors il faudrait peut-être quand même revoir cette zone de PPI qui exclut Dieppe, qui exclut 30 000 habitants. Voilà. Christine Meyer, vous répondez. Et puis après, je vais passer la parole au colonel Pelli, bien sûr. Donc, les zones PPI correspondent à des accidents dans lesquels on est conduit à faire des demandes d'évacuation. La zone d'évacuation sur les phénomènes cinétiques nantes est de 5 km. On considère que de 5 à 10, on est plutôt sur une mise à l'abri. Après, tout dépend de l'événement et de la façon dont il va se poursuivre. Mais la vraie zone d'évacuation, c'est 5 km. Donc, c'est surtout là-dessus qu'effectivement, la question peut se poser par rapport à Dieppe. Là, on est au-delà des 10 km. Donc, on est sur une autre phase, un autre type de... Colonel Félix. Attendez, monsieur. Monsieur, je donne la parole au colonel Félix, puisque vous lui avez posé question. Bien, alors, bon, je ne voudrais pas vous en plus parce que j'aurais tendance à vous dire d'emblée que la zone de Dieppe est une zone de police. Mais bon, Vous êtes du côté de la carte. Mais donc, je vous dirais quand même, s'agissant de ce genre de situation, évidemment, ce qui est à prendre en considération, c'est l'intelligence de situation. C'est-à-dire, de toute façon, on ne pourra jamais planifier à l'avance une évacuation de 30 000 personnes. C'est-à-dire que c'est bien la situation du moment qui déterminera ce qui sera pris. Madame Meyer vient de dire qu'effectivement, les situations sont plutôt orientées vers le confinement, donc ça limiterait les gens. Et après, si les gens, évidemment, s'évacuent, le rôle des services de sécurité serait bien évidemment de faire en sorte que cette évacuation se fasse le mieux possible. Et à partir de ça, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Merci beaucoup. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, moi je suis Patrick Vaquet-Marty, ancien agent d'EDF, et je voudrais simplement intervenir, vous demander au responsable de la sûreté nucléaire s'il peut me répondre à quelques affirmations que vous avez données. Est-ce que vous connaissez M. Grégory Jasbo, qui était le responsable de la sûreté nucléaire aux États-Unis entre 2009 et 2012, qui là vient de déclarer officiellement, et vous pouvez sur Internet aller le voir, et c'est très intéressant, que suite à l'accident qu'il y a eu à Fukushima, déjà, rien que pour l'économie japonaise, ça sera au moins 500 milliards de dollars à débourser. En France, l'autorité de sûreté nucléaire, monsieur Franck Chevet, votre patron, a déclaré il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, en France, l'accident nucléaire est très possible. Et il faut se préparer à des crises graves et longues. Et il n'a pas donné les mêmes coûts que vous donnez dans vos informations de frais que coûterait à la population. Monsieur Franck Chevet donne des coûts qui vont, pour la France, s'il y avait un accident nucléaire d'une centrale,
de type Fukushima, le coût en serait pour lui, de 430 milliards à 5800 milliards d'euros de frais pour la France. C'est-à-dire, en termes clairs, l'économie serait vraiment à genoux, surtout actuellement. Et pour finir, donc, les déclarations de M. Gregory Job, après avoir vu ce qu'il a vu à Fukushima, il dit que tous les plans de prévention qui ont été mis en place sont complètement obsolètes, parce que la réalité s'est complètement passée différemment. Et il ne faut pas oublier que les populations qui ont été déplacées ne sont plus revenues chez elles, ne pourront pas revenir chez elles. Et ça, il y a des sites qui sont contaminés pour des années, des années et des années. Et donc c'est quand même scandaleux, voire même, c'est quand même une partie de mensonge de faire croire à des populations qu'on va à 10 km, on va vous enlever, on va vous remettre tranquille et tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Monsieur Justo. Alors, il y a plusieurs niveaux évidemment dans la question. Je ne sais pas s'il y a une question, mais je vais quand même apporter une réponse. Alors, notamment sur le fait qu'un accident soit possible, oui, un accident est possible en France. Et c'est effectivement toute la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure en toute introduction de la réunion. Justement, le principe, c'est systématiquement d'imaginer que le pire se passe. Donc, quand l'installation fonctionne, on suppose qu'elle ne fonctionne plus et qu'on est en situation accidentelle. Quand l'installation est en situation accidentelle, on suppose que cet accident conduit à avoir des rejets. Et quand on est face à des rejets, on suppose que ces rejets concernent la population et que potentiellement ils peuvent être longs. Donc c'est bien cette démarche qui est prise en compte, et c'est bien cette démarche qui a été présentée aujourd'hui par les différents interlocuteurs pour la gestion de la situation d'urgence. Et ça, je le répète, c'est bien la gestion de la situation d'urgence. Effectivement, comme je l'ai précisé dans la présentation, au-delà de cette gestion d'urgence pour lesquelles des plans sont élaborés, il y a, et comme l'a dit également M. Cohen des gendarmeries, il y a une intelligence situation, c'est-à-dire que le plan, il est là pour donner les premiers réflexes, dire quelles sont les personnes à appeler, dire quelles sont les personnes à faire venir dans la salle, avoir la liste toute prête des communes, avoir le texte réglementaire tout prêt. On parle de choses très simples finalement dans un plan. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce que les acteurs dans la cellule de crise vont s'organiser pour effectivement, in fine, protéger la population durant cette phase d'urgence. Et au-delà de cette phase d'urgence, je l'ai présenté tout à l'heure, il y a une question, qu'est-ce qui se passe une fois que, dans la situation bien sûr la pire, il y a des territoires contaminés? C'est quelque chose qui est plus complexe, qui n'a pas été présenté du tout aujourd'hui, qui s'appuie sur la même organisation décisionnelle, mais qui se base évidemment sur des raisonnements qui sont radicalement différents, et dans lesquels, évidemment, on peut imaginer des évacuations de population sur des périodes plus longues, sur des géométries qui soient différentes, qui soient plus adaptées à la nature exacte des rejets, qui prennent en compte le cumul par exemple, le fait que la population pourrait consommer des biens contaminés durant une longue période. Donc, tous ces éléments-là, on ne les a pas présentés aujourd'hui. Il y a des réflexions qui existent. Donc, effectivement, il n'y a pas un plan tout fait disant, et heureusement qu'il n'y a pas de plan tout fait, j'ai envie de dire, à telle distance, il faudra interdire tel légume. Aujourd'hui, non, il y aura vraiment une réflexion qui sera faite ad hoc dans ces situations-là. Qui souhaite intervenir? Monsieur. Oui, bonjour, Guillaume Blavette, collectif Stop EPR, ni à Panly, ni ailleurs. Oui, donc vous venez de nous présenter des plans précis, détaillés, où nous avons parfois du mal à suivre la complexité des dispositifs. Et en regardant tout ça, une idée m'est venue à l'esprit. Le plus simple ne serait-il pas de prévenir cette catastrophe inéluctable de l'aveu même de Pierre Franck Chevet, et qui manifestement coûterait très cher, plusieurs milliards d'euros si j'ai bien entendu l'intervenant précédent. Or, nous avons donc, dans le cadre de cette commission locale d'information, une vraie responsabilité, c'est adapter notre territoire au risque nucléaire que les deux centres de production d'électricité nous imposent, que nous subissons. Dans quelle mesure, donc, ne conviendrait-il pas d'adapter l'urbanisme et l'aménagement du territoire
est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort parce que la salle... Dans quelle mesure ne conviendrait-il pas d'adapter l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour permettre une meilleure gestion en situation accidentelle? Et comme cela aura certainement un coût, la question, je l'adresse plus spécifiquement à l'exploitant. Dans quelle mesure pouvez-vous contribuer à notre protection face aux risques que vous nous imposez? Merci. Merci, monsieur. Alors, qui souhaite intervenir? Mais là, c'est vrai qu'on est sur une question de nature éminemment politique que vous posez, monsieur. C'est celle, évidemment, de l'aménagement de nos territoires et du positionnement, évidemment, politique de la nation par rapport aux outils. Mais si. Non mais au sens. Non, je dis au sens éminemment politique, au sens gestion de la cité, Et c'est vrai que là, il n'y a pas devant vous là d'hommes et de femmes politiques représentant les citoyens de ce pays, en dehors de M. Martin pour la commune, qui peuvent évidemment se positionner sur une question de cette nature. On a en face de nous des techniciens, des experts de la protection qui décrivent un système, évidemment, qui est mis en œuvre pour assurer la protection en cas d'accident. Mais là, votre question, M. Vallet, dépasse, à mon sens, largement le cadre. C'est une question à poser à des parlementaires. C'est une question à poser à la représentation nationale. C'est évident. Je pense que les officiels qui sont là sont tout à fait capables d'analyser la question de monsieur. Oui, vous avez raison. En outre, il existe déjà des dispositions liées à l'urbanisme que nous déplorons, nous, communes qui vivons autour des centrales nucléaires, que nous subissons, hein, nous habitants aussi. Donc c'est un rayon de 2 km qui a été dessiné autour des centrales nucléaires, et dans ce rayon, la constructibilité est limitée. Voilà. Donc ça existe effectivement, mais c'est évidemment, pour les communes concernées, c'est pénalisant, et il faut dire que nous n'acceptons que difficilement cette directive. Oui, mais vous avez une bonne taxe qui tombe. Attendez, monsieur, si vous voulez intervenir, monsieur, quel est votre nom, monsieur? Monsieur Simon François. Monsieur Simon François, quelle est votre question? Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est que les communes qui sont autour des centrales nucléaires ont un financement très intéressant et de la part de EDF. Et il me semble que ce sont les communes les plus riches de Seine-Maritime. Certainement pas, non. D'ailleurs, vous connaissez mal la fiscalité. Nous n'avons pas de spécificité fiscale autour des centrales. Autour d'une raffinerie de pétrole, les communes sont aussi bénéficiaires de retombées fiscales, comme autour de tout équipement ou en tout cas site industriel exceptionnel. C'est tout à fait, et là j'ai des collègues maires dans la salle, voilà, nous touchons effectivement des subsides grâce à la présence de cette centrale, mais comme tout équipement industriel ou toute industrie. Qui souhaite intervenir? Madame. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Martine Bay, j'habite d'Erchigny, donc pas très loin de la centrale, mais ça n'est pas à ce titre que je voulais intervenir. Il se trouve que je suis aussi enseignante au lycée Angot de Dieppe, et j'aimerais savoir quels sont dans les plans futurs, dans le futur proche j'espère, les dispositions que vous envisagez les uns les autres de prendre pour informer et former les gens dans les établissements scolaires, parce que le lycée Angot c'est entre 1400 et 1500 élèves, à peu près 120 personnels, et à ma connaissance, ça fait quand même un certain nombre de temps que j'y suis, nous n'avons aucune information sur le risque nucléaire. Madame Meyer. Alors, ça fait plusieurs années que nous organisons en Seine-Maritime, et cette année d'ailleurs sur la Haute-Normandie, ce qu'on appelle un exercice PPMS, c'est-à-dire les plans particuliers de mise en sûreté que les établissements scolaires doivent avoir pour l'ensemble de leur population, c'est-à-dire les élèves et l'ensemble des adultes qui s'y trouvent. Nous sommes d'ailleurs... Comment ?
Alors, dans ce cas-là, j'enverrai ça avec le rectorat parce que c'est vraiment, si vraiment ce lycée n'a pas de PPMS, c'est vraiment une exception puisqu'on est arrivé à 90% d'établissements secondaires. Non. C'est l'ensemble des établissements du département et de la région. Il n'en a pas. On y travaille, mais il n'en a pas. Ah oui, vous y travaillez. Formation, d'accord. Alors. S'il y a un accident demain, il tout à fait. Écoutez, ça, c'est aussi une responsabilité du chef d'établissement. Et je vais regarder ça avec le rectorat de façon à ce qu'on assiste le lendemain. Qui souhaite intervenir? Alors, monsieur, et après vous, madame. Alors, je m'appelle Paul Ratajak et je suis médecin à la clinique Gival et j'habite à Neuville, donc je suis du bon côté de la ligne positive qui a fait sourire à tout le monde. J'ai deux questions à poser. La première, c'est qui sont ces messieurs qui nous photographient comme ça et à quel usage font-ils ça? Ça m'impressionne un peu. Je suis Alain Correa de la Klein. Je suis Alain Correa de la Klein parce que France 3 n'est pas là, les photographes non plus, l'AFP non plus, donc il n'y a aucun média professionnel de présence ce soir. J'aurais aimé que vous présentiez avant de prendre les photos. Bon, c'est un détail. J'ai vu une chose qui m'a fait un peu sourire dans la même idée du premier interlocuteur dont j'ai beaucoup apprécié le commentaire et dans une attitude constructive parce que je veux remercier tous ces efforts de transparence de toutes ces personnalités devant nous. C'est qu'on a eu sur un des transparents une représentation des balises de radiosurveillance, radioactivité surveillance, et j'ai été un petit peu surpris de voir que nos voisins allemands, si on peut retrouver le transparent, je pense que ça venait de la part de l'Institut de surveillance de la sécurité nucléaire, La radioprotection. La radioprotection. Donc sur cette carte, on voyait plein de petits points verts sur la France autour des centrales, et puis on voyait sur le côté nos voisins allemands qui n'ont pas de centrale, qui avaient a priori un réseau beaucoup plus abondant et structuré, avec une multitude de points. J'étais un petit peu surpris de cette différence et je voulais savoir à quoi elle tenait, tout simplement, à titre de curiosité. Si on peut passer le micro immédiat à M. Bousquet. Vous avez bien remarqué effectivement que la stratégie de déploiement chez nous et chez eux n'est pas tout à fait la même. Nos voisins allemands ont... C'est pas celle-là en fait, c'est là avant. Et d'ailleurs, la carte du réseau Téléra est pas à jour, elle n'est pas trop vite. Avant. Oh, encore avant. Voilà. Donc la stratégie de déploiement est différente. Alors évidemment, cette carte-là, en plus, je ne l'ai pas mise à jour. Donc la carte de France ici, elle n'est pas à jour. On aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, 420 balises Téléra déployées à la fin de l'année prochaine. Je ne sais pas quelle stratégie a été employée en Allemagne pour déployer autant de balises. La stratégie française était tout à fait différente. On n'en a pas mis n'importe où, on en a mis là où il risquait de se passer quelque chose de significatif au niveau des installations. Évidemment, ça semble plus judicieux de pouvoir réagir vite et fort là où il peut y avoir problème que de savoir s'il y a je sais pas, un problème d'accident de la route au fin fond du bassin central. Ça nous semble moins critique. Je pense que c'est comme ça que l'IRSN a réfléchi dans sa stratégie de déploiement. Madame. Alors, Michel Bouquet, j'entends parler des grands plans, de grandes protections et tout, mais une question que je me pose, les centrales autrefois étaient construites pour 10 ans, maintenant 30 ans, on entend parler de 60 ans, on nous dit que le réacteur ne pourra jamais être changé, on pourra changer les pièces à côté. Qu'est-ce qui est prévu pour le vieillissement des réacteurs? Parce que avec le temps, je pense que la clé de la question, c'est comme ça, si les centrales vieillissent, qu'est-ce qu'on a prévu contre tous ces vieillissements pour éviter justement tous ces accidents? Parce que le problème, il est là, en fait. Qui souhaite répondre? Monsieur Létalon. Puis après, peut-être, monsieur Hugo, vous pourrez revenir sur l'audit qui a été diligenté après Fukushima. Pour répondre de manière simple, dans une centrale nucléaire, tout peut se remplacer. C'est ce qu'explique l'impression que vous avez. C'est-à-dire que si à un moment donné, je vais prendre un exemple, je suis à Paluel, l'alternateur, c'est la partie
la dynamo qui fait l'électricité, en gros, avait 30 ans. On a fait un calcul, on a décidé de le remplacer. En disant l'investissement vaut le coup, on remplace l'alternateur. Pourtant, c'est une très grosse pièce qui pèse plusieurs centaines de tonnes. On peut faire la même chose avec à peu près tout, sauf la cuve du réacteur. C'est le seul objet. C'est un objet qui fait l'objet d'un suivi extrêmement poussé en termes de vieillissement. À l'heure actuelle, il existe dans le monde des cuves de réacteurs qui ont fonctionné 60 ans sans souci, et c'est un objet qui est suivi régulièrement. Et le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire est toujours le même. C'est-à-dire qu'on obtient une autorisation pour 10 ans, et tous les 10 ans, entre guillemets, on repasse notre permis d'exploiter, on vous redonne une autorisation pour les 10 ans suivants. Donc il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'industriel qui veut faire durer son installation, c'est normal, en disant on est capable de la moderniser, on est capable de remplacer des pièces et de la faire durer. Donc pour l'instant, il existe dans le monde des centrales nucléaires qui ont 50, 60 ans. C'est tout à fait possible en remplaçant les matériels. Par contre, systématiquement, à chaque visite décennale, à chaque période de 10 ans, on repasse un permis auprès de l'autorité de sûreté qui nous dit « Ok, on a effectivement validé tout ce que vous avez fait et vous avez de nouveau l'autorisation de fonctionner 10 années supplémentaires. » C'est pour ça que quand vous évoquiez 10 ans, on était au départ plutôt sur 30 ans au point de vue d'investissement, maintenant sur 40 ans. On évoque la possibilité d'aller au-delà. Oui, on ira Monsieur Mitterrand, avant de passer la parole à M. Huston, de quoi parle-t-on quand on parle du grand carénage? Quand on parle de grand carénage, justement, c'est un certain nombre de modifications, d'amélioration des installations, de remplacement de certains composants. Je vous évoquais tout à l'heure le cas de l'alternateur qu'on a remplacé chez nous l'an dernier. On peut remplacer également les générateurs de vapeur, on peut remplacer les tubes de condenseurs, effectivement, pour leur donner une deuxième jeunesse. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, l'exploitant a pris l'habitude de prendre en compte le retour d'expérience, soit ce qui arrive sur ses propres réacteurs, soit ce qui arrive à l'international. Et par exemple, nous avons pris en compte le retour d'expérience de Fukushima pour proposer un certain nombre d'améliorations sur nos installations pour prendre en compte un événement dimensionné comme l'a été celui de Fukushima. Monsieur Huston, sur l'après Fukushima et sur le regard qu'on a porté sur la qualité de nos centrales, leur résistance, leur vieillissement. Je vais commencer par faire un peu de hors-sujet pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur Letton. Alors, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire ne dit pas forcément OK. La démarche actuelle, elle est effectivement, comme l'a dit monsieur Letton, de se prononcer tous les 10 ans. Autrement dit, pour la centrale de Paluel, qui va arriver à ses 30 ans en 2015 pour ce qui est du réacteur Paluel 2, EDF devra nous déposer un dossier nous expliquant très concrètement quels sont tous les travaux qu'ils ont prévus et tous les travaux qui ont été faits sur cette centrale de Paluel 2. Et puis, l'ASN regardera ça avec son appui technique l'IRSN et on décidera si oui ou non on considère que ça permet d'exploiter jusqu'à 40 ans. Mais la décision, elle n'est pas prise. Et donc, ces dossiers-là, il faut qu'ils soient faits, il faut que les travaux soient faits, il faut qu'ils soient bien faits. Donc il y a effectivement un vrai travail derrière et c'est pas l'ASN qui dit ok, c'est l'ASN qui analyse, qui regarde et qui se prononce. Sur le deuxième point, sur la partie Fukushima, donc à la suite de l'accident de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé aux exploitants de faire des études approfondies et d'analyser en particulier les 6 premiers éléments qui nous sont apparus à la suite de l'accident de Fukushima comme étant importants. Donc le risque de séisme, le risque d'inondation, la perte du refroidissement, la perte d'électricité, et puis évidemment la gestion des situations d'urgence, avec un dernier point qui est finalement le recours aux prestataires. Les exploitants ont remis un certain nombre de dossiers, il y a eu un certain nombre d'échanges de dossiers, de questions de réponse entre l'ASN et EDF sur ces sujets, et donc au-delà de ce travail intellectuel, ça va se traduire concrètement, et ça se traduit concrètement par des demandes que l'ASN fait, qui sont réglementaires, qui imposent à l'EDF de faire des travaux.
Et une large part de ces travaux vont être faits pour Paluel à partir de 2015 à l'occasion de la 3e visite décennale qui a été votée tout de suite. Et donc ça consiste à effectivement demander des renforcements pour améliorer la robustesse des installations. Donc c'est en fait quelque chose de tout à fait concret. Qui souhaite intervenir? Monsieur, là-bas, vous vouliez prendre la parole. Oui, c'est vous. Vous avez vu? Serge Arléguier, retraité de l'industrie informatique et électronique. Voilà, nous savons tous que... Parlez bien dans le micro, monsieur Rabiot. Nous savons tous que nos 58 réacteurs nucléaires sont situés sous les vents dominants de l'Ouest. Ils soufflent très souvent donc, en direction de l'Europe en entier. 700 millions d'Européens profiteraient donc d'un accident nucléaire et seraient situés aux premières places. Nous entendons parler de montants d'un accident nucléaire communément admis de 4 à 500 milliards d'euros, sinon 10 fois plus, comme encore il y a quelques minutes. Est-ce que le représentant de EDF peut nous dire ici à combien s'élève le montant de l'assurance souscrite par EDF? Je vous remercie d'avance. Ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la réponse. Alors, Nathalie, pardon? Pour l'assurance. Dans le cas des assurances, aucune conséquence. Attendez, on va vous donner un micro, madame. Prenez le micro, madame, on vous entendra mieux. Dans le cas des assurances et des assureurs des assureurs, toutes les conséquences, maladies, de proches ou de loin liées au nucléaire sont exclues. C'est simple. C'est légal. Madame, vous vouliez prendre la parole. Madame, ça va dire. D'accord? Sylvie Sauvage, mais citoyenne. Et je viens de la Somme. Bonjour, citoyenne. Oui. J'aimerais, si c'était possible, qu'on revoie la carte de l'IRSN, non pas celle qu'on a vue tout à l'heure, mais celle un petit peu après, avec les balises, les 2 cartes de France. Non, les 2 cartes de France. Après, s'il vous plaît. Ça va. Voilà. Alors, quand je regarde la carte de gauche, les balises Téléret. J'ai l'impression que moi, en Picardie, je suis à 25 km, à vol d'oiseau de Panly. En général, souvent dominant, avec une vitesse très souvent de 25-30 km/h. Ce qui veut dire qu'en moins d'une heure, je crains autant que les personnes qui se trouvent à 2 km, peut-être même plus, à cause de l'histoire de retombées, et je crains tout au moins autant que les personnes qui sont à 10 km. Est-ce que vous ne pensez pas, alors qu'on vient de parler des retours de post-Fukushima, est-ce que vous ne pensez pas que ce rayon, qui est absurde par lui-même d'ailleurs, parce que ça ne se fait pas par rayon, il y a le vent, il y a pour la contamination, mais est-ce que vous pensez franchement pas que ce rayon de 10 km est ridicule? Excusez-moi le terme, mais il est vraiment ridicule. En moins d'une heure, je suis contaminée de la même façon que les personnes qui habitent autour de Panly. Et je vois sur ces cartes, Monsieur Boost, peut-être que je ne vois pas bien, mais il n'y a aucune balise dans la Somme. Regardons, Monsieur Boost. Donc, je continue. Donc, si je comprends bien, l'histoire des frontières, c'est pas uniquement comme ça vient de se faire avec Cattenom ou avec chose, mais la frontière existe entre 2 départements en France. Je trouve cela complètement ridicule, mais catastrophique. Madame. Moi, je n'aurais pas droit à des cachets de diode, je n'aurais pas droit... Enfin, bon, bref,
Donc, je voudrais bien la réponse. J'ai bien insisté sur le fait tout à l'heure que c'est un zonage qui est lié à une caractérisation typologique de chaque site en fonction de la rose des vents, etc. Et on met les balises là où on estime qu'elles sont le plus judicieuses s'il se passe quelque chose. Bon, ça c'est un premier point. Malheureusement, madame, je suis désolé, mais le réseau de Téléred n'est pas là pour protéger la population, mais pour évaluer la situation. Et donc le fait de ne pas avoir de balises Téléred n'aggrave pas ni n'améliore pas votre situation. Alors maintenant, comment est-ce que l'IRSN se débrouille avec ces balises-là pour tout de même avoir une idée de une estimation la plus précise possible sur les doses qui vont être reçues par potentiellement les populations en situation accidentelle? Eh bien, c'est la modélisation. C'est-à-dire que notre préoccupation à nous, c'est en situation d'émission radioactive, c'est de bien caractériser le terme source, et c'est pour ça qu'on le sert de près dans toutes les directions. Une fois qu'on a un terme source bien caractérisé, on arrive à faire une prospective sur les calculs de doses induites qui est relativement réaliste. Monsieur Bouste, est-ce que vous voulez passer le micro à Christine Meyer, qui souhaite réagir à la question et aux remarques faites par madame? Oui, alors, pourquoi ces rayons de 10 km? Parce que comment dire, tout va dépendre de l'intensité du rejet. Non. Attendez. Je vous écoute. Écoutons-nous. J'ai indiqué que si on était en cinétique rapide, on est sur des scénarios qui produisent des rejets extrêmement faibles et qu'on se limite à 2 km. Après, Simon Huchetot a eu l'occasion d'évoquer les travaux de ce qu'on appelle le CODIRPA, c'est-à-dire le comité directeur du poste accidentel, qui a été mis en place par l'autorité de sûreté nucléaire. On pourra revenir dessus juste après moi. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on est sur des rayons de 10 km, on est déjà sur ce qu'on appelle la cinétique. C'est-à-dire que l'événement se passe dans la centrale et le rejet n'est pas immédiat. Il est possible dans les 24 à 48 heures. Donc on est bien dans ce qu'on appelle chez nous de la cinétique. Ce qui laisse le temps, c'est vrai qu'il faut aller vite, mais toute l'organisation des pouvoirs publics est aussi faite pour ça. Tous les services ont des astreintes. On est capable de mobiliser très rapidement beaucoup de monde. Donc, en ce qu'on appelle cinétique lente, on a le temps de regarder ce qui va se passer. Alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on commence par regarder le sens du vent. Ça a été évoqué par quelqu'un. Bien évidemment, on va modéliser en fait le risque. On ne va pas forcément prendre l'ensemble des kilomètres, mais on va vraiment regarder les conditions météo, si le vent est stable ou pas, ou si ça tourne. Enfin, il y a un certain nombre de critères à prendre en compte. Alors après, je vais revenir sur ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Dans les 10 km, l'ensemble de la population dispose de comprimés d'iode qui sont envoyés, distribués, voire envoyés, parce qu'ils ne vont pas les chercher en pharmacie, tous les 4 à 5 ans environ. Au-delà, nous avons en France, et pas seulement en Seine-Maritime, un plan de distribution d'iode à la population. Ce sont des plans qui ont été mis en place, les premiers ont été mis en place après les attentats du 11 septembre, puisque vous vous souvenez qu'un des avions était possiblement destiné à s'écraser sur une centrale nucléaire. À ce moment-là, le gouvernement d'époque a décidé de disposer d'un stock d'iode pour l'ensemble de la population, qui à l'époque, pour la première campagne, a été prépositionné directement sur le terrain. Nous avions, nous, prépositionné donc l'ensemble de ces comprimés d'iode dans toutes les pharmacies du département. Mais vous aviez la même chose dans la Somme, bien évidemment, peut-être pas dans les pharmacies, peut-être dans les communes, en tout cas sur le terrain. Les réflexions qui ont été menées par le gouvernement, ils s'orientent davantage sur un autre mode de distribution, c'est-à-dire qu'ils sont prépositionnés chez les grossistes répartiteurs autour de chaque département, dans chaque département, avec un dispositif que nous avons mis en place. Nous avons travaillé tous les pharmaciens du département, et je pense que mes collègues de la Somme ont également travaillé, puisque tous les départements ont un plan départemental de gestion de distribution de comprimés d'iode à grande échelle. Avant qu'Hervé vous répondre. Non, je termine juste en indiquant que l'iode ne se prend que dans certaines conditions, quand il y a un minimum d'atteinte à la thyroïde, etc. C'est un médicament. Donc, ne serait distribué l'iode
que, évidemment, aux personnes qui seraient concernées par ce risque-là. Mais vous parlez uniquement de synergie. Madame. Je suis désolée, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. C'est ce que je reproche à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alban Verbeek veut vous répondre, madame. Et après, je donnerai la parole à madame. Il l'attend. Oui, bonsoir, madame. Après, donc, je pourrais vous répondre de différentes façons. Alors, bien sûr, plus on est loin, puisque le panache de radioactivité va se diluer sur la distance, ça peut être une réponse, mais ça ne va pas vous satisfaire, parce que je pense que vous êtes inquiète, et donc c'est important pour vous rassurer. Bon, c'est parfait, alors on va s'arrêter là. Non, ce qui est important de comprendre, c'est de prendre les événements qui ont été dimensionnants dans le domaine du nucléaire, donc il y a plusieurs événements, et de se rapprocher des conceptions des centrales françaises. Donc celui qui se rapproche le plus, c'était Three Mile Island en 1979. Je vais juste vous donner quelques exemples pour qu'on puisse faire des analogies. Three Mile Island, c'est quand même un réacteur identique au nôtre, de même conception, et il y a une fusion pratiquement de plus de 60% du cœur, donc un accident plutôt de référence. Et pour autant, lorsqu'il y a eu cet événement, donc une dynamique quand même assez rapide, par contre, l'extérieur a été protégé, alors qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes... n'a pas été complètement protégé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes protections pour isoler l'enceinte de confinement. Mais néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la durée de l'événement, qui a duré à peu près une semaine, le niveau de radioactivité à la limite de l'installation est l'équivalent d'une dose perçue pour un travailleur sur une année maximale. C'est important de facturer les choses et de dire les choses simplement. Parce que bien sûr, on peut être dans l'horreur et se faire peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec une fusion de 60%, avec une même technologie, l'habitant a donc à la limite, à 500 mètres, ne prenait pas plus de 20 milligrammes. Cette vidéo serait très faible pendant plus de... Vous savez très bien que c'est pas vrai. Vous savez très bien. Bon, voilà, attendez. Là, vous avez une menteur... Même chez vous, même les responsables de la RSM, a reconnu le contraire. Monsieur, s'il vous plaît. Ce sont des valeurs qui ont été faites par une... C'est des valeurs qui ont été faites par une instance indépendante. Ce sont l'histoire du nucléaire, et je n'accepte pas, monsieur, vous me traitez de menteur, parce que je n'ai pas le droit de vous mentir. Je donne seulement des choses factuelles. Et je ne suis pas là non plus pour vous faire peur. Et mon rôle en tant qu'exploitant nucléaire, parce que je ne suis pas le gouvernement, c'est pas moi qui décide des stratégies. Par contre, en tant que patron d'une centrale nucléaire, je dois mettre tout en œuvre pour protéger les populations et entraîner l'ensemble de mes salariés à réaliser des opérations parfaites. Il faut savoir que dans cette salle, et d'ailleurs je les remercie, et dans cette salle, il y a un certain nombre de pilotes de réacteurs. Ce ne sont pas des gens inconscients, ils sont formés, ils aiment leur métier, et s'ils pensaient que ce serait dangereux qu'on fait n'importe quoi, je pense qu'ils changeraient de métier. Et moi-même la première. Madame. Après, monsieur. Christine Elisson-Nassau. J'aurais deux remarques à faire. Une première sur la forme. Donc, monsieur Thiersch, j'aurais une faveur à vous demander. Est-ce que vous pourriez faire un sondage rapide dans la salle pour savoir combien il y a d'élus et comment les gens ont été prévenus? Parfois de presse. Alors, si c'est des infos des fois, je suis désolée, mais c'était minuscule, un tout petit encart de rien du tout. Paris-Normandie, c'était beaucoup mieux, merci d'ailleurs. Et puis, à part ça, j'en sais rien. Et puis, nous, le collectif antinucléaire a distribué des tracts sur le marché. On a fait le travail d'autres gens qui, normalement, sont payés pour le faire. Nous, on n'est pas payés du tout, on est bénévoles, on peut dire. Et puis aussi, une remarque sur l'horaire à 18h30, ça exclut forcément souvent les professionnels de santé, et puis les commerçants, tout bêtement. Voilà. Alors la deuxième remarque, ça concerne encore le PPI, parce que pour me pencher aussi sur l'histoire des PPMS dans les établissements scolaires, quand un établissement scolaire n'est pas dans la zone des 10 km, le risque nucléaire est secondaire. C'est quand même ahurissant. Ça veut dire que, par exemple, sur Dieppe, il y a au moins, si je ne me trompe, 3 lycées plus un collège qui n'ont pas le risque nucléaire en numéro 1. Voilà. Merci, madame, de ce témoignage. Monsieur Osef. Alain. Vous n'avez pas répondu. Combien d'élus? Oui, j'en vais attendre. Oui. Vu le thème de la soirée, ça m'étonne quand même qu'il y ait si peu d'élus. Voilà. Juste avant
la question des élus soit résolue. Je vous dirais que le PPMS, c'est un plan multirisque. D'ailleurs, on alterne chaque année dans des exercices. Les événements de cette année, c'était un risque qui nécessitait un confinement, et après tout, on est un peu dans cette situation-là. L'année prochaine, on a prévu de faire un risque tempête ou ruissellement, de façon à ce que chacun puisse imaginer ce qui se passerait en tant que responsable d'établissement par rapport à la nécessité d'évacuer son établissement. Donc, le PPMS, c'est comme le plan communal de sauvegarde dont parlait monsieur le maire de Belleville, c'est un plan multirisque. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Cette année, les PPMS ont été suivis dans chaque établissement. Je vous dis que cette année, sur les 2 départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, nous avons eu, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éducation nationale qui a repris tous les chiffres, on a eu plus de 300 000 personnes qui ont joué le jeu, qui se sont confinées en l'occurrence, puisque c'était un exercice de confinement. On a eu 90% sur les 2 départements. Monsieur. Oui, pardon, à membre de la je voudrais quand même rappeler que nous sommes ici parce que la CLIN est devenue plénière, ouverte, un peu plus transparente, ce qui est intéressant, ce qui est d'ailleurs une directive qui est une directive une tendance qui est soutenue par l'Association nationale des CLI et l'ASN aussi, il faut le dire, au niveau national. Je voudrais dire ça parce que je vais poser quelques questions aux élus. Mais il y a quand même, je voulais rappeler une déclaration que nous avons entendue il y a très peu de temps, la semaine dernière, puisqu'on était à la journée nationale des CLI, où on a entendu donc M. Chevet, le directeur de l'ASN, qui disait que ce qui craignait, messieurs les élus, c'est qu'une petite musique consistant à considérer que Fukushima est un accident japonais et que la page est tournée et que l'on doit en faire le deuil, c'est une petite musique qui ne doit pas se couvrir les inquiétudes qu'on peut avoir. On revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est vrai, monsieur Verbeek, vous êtes aussi là dans un sens où il faut rassurer, et c'est normal, après tout, vous faites votre métier, c'est logique. Il n'empêche qu'on peut, hélas, penser maintenant à l'inimaginable, qu'il y ait quelque chose de type Fukushima qui arrive en France. Alors, pour en revenir à ma questionnement, monsieur Martin, vous êtes quelqu'un qui est en première ligne, je pense, puisque vous êtes tout juste à côté de la centrale de Penly. Vous avez dit tout de suite que vous regrettiez fortement les contraintes urbanistiques qui ont été mises aux communes qui sont proches pour ne pas trop se développer dans un rayon proche. Et vous pouvez quand même, je pense, imaginer malgré tout que ces logiques ne soient pas tout à fait, je cherche le terme, pas tout à fait idiotes. Nous avons eu un accident que je sache il y a une dizaine d'années qui a été extrêmement grave à Toulouse. On n'aurait jamais imaginé ça. Mais parfois il faut être prudent, se retirer un peu, ne pas se mettre trop près, ne pas trop mettre aussi les gens dans la zone de danger. Alors sur ma remarque est... Mais vous me répondrez. Non, mais il va me répondre parce que je n'ai pas tout à fait fini le questionnement. Le questionnement, c'est le suivant. La semaine dernière, donc, quand nous étions à l'Ancry, nous avons eu deux sujets à traiter l'après-midi. Il y en avait un qui était sur le transport des matières dangereuses. Et là, ça vous concerne peut-être aussi, je veux dire, ça concerne la zone proche des centrales et parfois au-delà. Et la deuxième, c'est effectivement sur la gestion post-accidentelle éventuelle. Et avec beaucoup de questionnements, puisque Mme Meyer, qui est à côté de vous, elle avait son collègue de Cattenom qui a témoigné, en expliquant qu'il fallait, Mme Meyer, il fallait effectivement s'entraîner sur des petits bouts d'entraînement, des petits sujets, mais qu'il fallait le faire régulièrement pour développer les compétences et la capacité du système à se mettre en place, ce que parfois on peut trouver comme étant extrêmement difficile et parfois extrêmement mal réussi.
Donc oui, je sais, mais 30 secondes, j'ai presque fini. Après, mais ce que je voulais dire, c'est que des élus qui sont venus, il y en a un en moi, il n'y en avait pas beaucoup. Et je trouve que dans les clins, il n'y a pas un investissement faramineux. Parfois, vous le savez très bien, Monsieur Martin, il y a des coups de sang qui s'y passent. Bon, pour terminer avec Monsieur Boost, je voulais rappeler qu'il y avait un outil qui était mis en place par l'IRSN qui concerne l'évaluation des panaches éventuels de débordement de radioactivité au cas où il y aurait émission. Je pense que vous le connaissez, l'outil Opal. Et ça serait intéressant que l'an prochain, si on refait un travail sur le post-accidentel, on ait peut-être une présentation, après qu'elle nous ait été présentée en commission technique, de ce travail de l'IRSN, qui a un certain intérêt. Merci Alain. Frédéric Martin, vous voulez réagir? Très rapidement. Et après, je donnerai la parole à madame. Très rapidement. Donc sur cette constructibilité limitée, c'est d'ailleurs, je crois que c'est un décret qui émane de tout départ de l'ARS. Si vous voulez, nous considérons que ce n'était pas dans le contrat de base. Quand on nous a demandé, quand on a été sollicité pour accueillir un équipement nucléaire, on n'a pas dit aux communes, on installe une centrale et vous ne pourrez plus construire. Donc c'est d'abord cet aspect-là. De surcroît, nous sommes, nous, concernés pour des communes qui n'ont pas de toute façon une vocation à se développer inconsidérément. Mais quand dans un village, on ne peut pas construire une crèche ou construire un équipement nécessaire à la vie des habitants qui sont là déjà, c'est quand même un peu dommage, reconnaissez-le. Et je crois que ça ne poserait pas de problème en cas d'accident nucléaire qu'il y ait quelques centaines d'habitants de plus. Voilà. Madame. Kylian Thomas, je suis retraitée d'éducation nationale. Alors, vous nous avez dit que depuis la catastrophe de Fukushima, il y avait eu des audits des centrales et qu'on avait pris des mesures. Et donc, en entendant cela, on pourrait être assuré et faire confiance à EDF. Mais quand on voit donc qu'il peut y avoir des problèmes pour des anciennes centrales, et ça se comprend, mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Flamanville, en ce moment, pour la construction de l'EPR, vous avez certainement été au courant des révélations faites par Mediapart il y a quelques jours, dont la radio a rendu compte, bon, je ne sais pas pour la télévision parce que j'en regarde peu, et alors là, moi je ne fais pas confiance à EDF. Bon, vous savez heureusement qu'il y avait l'autorité de sûreté nucléaire dans ce cas-là pour la rappeler à l'ordre plusieurs fois parce qu'il y avait des dysfonctionnements très importants et malgré plusieurs rappels à l'ordre, il n'y a rien eu de fait. Il n'y a rien eu de fait et il a fallu que l'autorité de sûreté nationale s'adresse au ministère du Travail pour que EDF réagisse. Et même on a interdit provisoirement une partie du chantier. Alors moi, je ne fais pas confiance à EDF quand j'entends ça. Voilà. Monsieur Husto, votre regard sur Flamanville. Alors, il se trouve que c'est la division de Caen qui contrôle le chantier PR à Flamanville. Donc ce sont les inspecteurs de la SN de Caen, donc mes inspecteurs, qui sont sur le terrain, qui vont faire des contrôles du chantier EPR. Alors du coup, ça me permet de me donner l'opportunité de corriger ce que Mediapart a pu révéler, puisque en fait c'est les inspecteurs de la SN qui ont demandé à EDF, par précaution, et je dis bien par précaution, c'est important, puisque le pont n'avait pas encore été utilisé pour des opérations importantes, finalement de corriger les différentes non-conformités qui avaient été identifiées. Et effectivement ces non-conformités, c'est les inspecteurs de la SN qui l'ont demandé. La SN l'a demandé par courrier vendredi dernier, donc c'est la date de la semaine dernière. Et en parallèle, de manière simultanée, il y a également eu une demande du représentant régional de l'inspection du travail, mais il ne s'agit pas de l'un qui vient secourir l'autre, c'est une demande qui est cohérente, qui est faite par les deux administrations, et c'est la réglementation qui veut ça. La demande, elle a pour but,
simplement que des opérations de manutention, donc en fait déplacer la cuve et la mettre dans le bâtiment réacteur, se fassent avec un équipement qui est le niveau de conformité que l'on attend d'une opération où on soulève des équipements qui font plusieurs centaines de tonnes. Voilà. Ensuite, sur les autres points que vous avez pu mentionner, j'ai pas de commentaire à apporter, je voulais simplement repréciser la manière dont ces opérations s'étaient déroulées. Mesdames, chute de quelque chose de très important, et ça aurait pu être très très dangereux. Non, mais là, la démarche, justement, elle vise clairement à demander à EDF de remettre son équipement conforme, mais le risque qui est identifié, c'est un risque pour les travailleurs, c'est un risque financier pour EDF. En tant que tel, dans l'installation de Flamanville 3, il n'y a pas de matière radioactive aujourd'hui, c'est un chantier, quoi. Donc, voilà. Alors, mesdames et messieurs, j'ai une demande personnelle à vous faire. Est-ce que quelqu'un a un seau de cendre à me donner, s'il vous plaît? De cendre, oui. Parce que je voudrais me mettre la tête dans un seau de cendre parce que la honte est sur moi. Vous savez pourquoi? J'avais dit qu'on essaierait de s'en tenir à 20h30. Et il est 9h moins 10, je suis honteux. Président Boulanger, il vous appartient de clore cette rencontre. Et enfin, si vous n'avez pas de seau de cendre, c'est pas grave. Mais il faut qu'on arrête. Président. Eh bien oui, à 20h50, je pense qu'il est l'heure de conclure. Donc notre réunion publique touche à sa fin. Et je veux une nouvelle fois remercier chacun d'entre vous, intervenants et participants, pour la qualité des échanges de ce soir. Je veux remercier également l'ensemble des membres de notre commission locale d'information. Tous, avec des sensibilités, des questionnements ou des préoccupations différentes, ont à cœur de faire vivre notre mission, celle de la diffusion de l'information auprès du public. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons développé autour du travail des membres les outils permettant de mieux asseoir, mieux diffuser cette mission. Une publication de Clean Info, qui d'annuel est devenue cette année semestrielle, un site internet qui permet aux habitants non seulement d'accéder à l'information, mais aussi de s'adresser à la CLIM, de poser des questions, bref, d'entrer en interaction, ainsi que cette réunion publique annuelle qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous attendu, et j'en ai la conviction encore ce soir. Nul doute que les questions posées ce soir et les réponses apportées ont été utiles à tous. Avec le thème abordé ce soir, nous avons choisi de nous placer à milieu du quotidien de la vie de nos territoires, autour et avec des centrales. Celle de l'hypothèse extrême de l'accident. C'était pour nous, je l'ai dit, une suite logique de la présentation de l'an dernier du travail des évaluations complémentaires de sûreté, les ECS. L'enjeu de ces évaluations et des prescriptions qui ont suivi ce travail est justement de repousser encore plus loin les hypothèses de risque extrême, de renforcer la résistance et la robustesse des systèmes de protection et donc de diminuer encore la probabilité d'accident. Le risque zéro n'existe pas. Il s'agissait de présenter les évolutions des outils et dispositifs de protection prévus face à une situation extrême. La commission locale d'information aura à cœur en 2014 de continuer à travailler autour des analyses radiobiologiques effectuées sur l'environnement, autour des conditions d'exploitation des centrales, ainsi que sur le volet santé, mais également d'organiser une nouvelle réunion publique. Je peux vous dire ce soir que la réunion pourra avoir lieu le 17 ou le 18 décembre 2014. Notre commission va connaître prochainement un très probable renouvellement de ses membres, dont certains sont statutairement désignés pour représenter les communautés de communes situées près de nos centrales. Communes et communautés de communes connaîtront dans quelques semaines un rendez-vous démocratique.
sans présumer des choix personnels des uns et des autres, ni des choix de leurs concitoyens, je souhaite dès aujourd'hui remercier les membres de notre commission pour le travail accompli et les étapes franchies par notre commission au service de l'information de nos concitoyens. Et comme nous sommes proches de la fin d'année, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une excellente année 2014. Merci.